Et bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Toxin. Nous sommes ravis de vous retrouver cet été donc pour un entretien et bas spécial été. On va parler aujourd'hui du mouvement du 10 septembre. Vous n'avez pas pu passer à côté. Réunir les Gueux et les Nicolas dans un puissant mouvement de contestation pour la rentrée, c'est l'ambition donc de ce mouvement Bloquons tout qui appelle à la mobilisation le 10 septembre. Le concept bloquer le pays de manière pacifiste sans descendre dans la rue, en ne sortant pas de chez soi, en ne consommant pas ou ne payant pas de taxes. En quelques jours, le mouvement explose sur les réseaux sociaux, l'idée se diffuse comme une traînée de poudre, les comptes explosent sur Twitter également, la presse s'en empare. Pourtant, déjà, des doutes commencent à apparaître. Un collectif, donc Bloquons tout, a publié dimanche un communiqué disant on arrête tout, ça va trop loin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 10 septembre? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi cette méfiance? Que faut-il en penser? C'est ce que l'on va tenter d'analyser aujourd'hui. Et je suis très heureuse de recevoir à cette occasion Christian Combaz. Christian Combaz, bonjour. Vous êtes Bonjour. journaliste, écrivain, fondateur de la chaîne YouTube Campagnol, auteur de plusieurs ouvrages, dont Rebarbe à Campagnol et plus récemment la réédition de Jean de Campagnol, les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et je reçois également à ses côtés Frédéric Bascugnana. Bonjour Frédéric. Bonjour. Prononciation réussie. Le texte est Super. Vous avez longtemps donc travaillé dans l'ingénierie sociale, vous êtes consultant en stratégie, vous avez une chaîne YouTube Parésiaste et vous êtes le fondateur du Polyscope et du PIC, du Pari de l'intelligence collective. Alors pour commencer, le 10 septembre, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Frédéric, peut-être pour commencer. Je commence. Bon, bon, le 10 septembre se présente comme une échéance. C'est intéressant. C'est un mélange de convulsions euh, populaires et en même temps de prétentions stratégiques. On vous donne une date, donc on a un peu l'impression qu'on va pouvoir se préparer, mais il faut pas l'interpréter avec la complaisance sémantique des corps intermédiaires. Hein. C'est pas une rentrée sociale au sens classique. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui rendrait la démarche anodine et donnerait un peu l'indication qu'on va domestiquer cette contestation parce qu'elle va la réinsérer dans le calendrier institutionnel en quelque sorte qu'elle prétend combattre, justement parce que là on est plutôt dans une logique de point de rupture potentiel. Quand on est dans cette situation-là, que moi je considère quasiment historique, on sait une chose, c'est que l'issue est radicalement incertaine. Et la preuve, même la source est incertaine, les gens n'osent pas se mettre en avant, on se demande si le mouvement va mourir par tergiversation, hein, parce qu'on se demande si on y va pas, qui. Puis après on se demande aussi qui récupère, mais enfin la récupération, quand c'est une politisation, c'est pas forcément mauvais, la récupération c'est embêtant quand c'est un dévoiement. Bon voilà, là on est vraiment dans quelque chose qui nous démontre que le système est complètement instable. Et on peut, et je m'arrête là, se demander raisonnablement si tout ça n'est pas une stratégie d'ingénierie de la résignation, c'est-à-dire susciter des espoirs, lancer quelque chose, l'orchestrer, piéger un petit peu les gens dans cette espérance, d'accord? Et puis tout à coup, les frustrer brutalement pour induire chez eux une forme de sentiment d'impuissance et aussi ce que je crois d'ailleurs que les ingénieurs sociaux font malheureusement bien, on va essayer évidemment de riposter, mais c'est que ils induisent par ce processus une logique d'association avec tout mouvement à venir. C'est-à-dire, on D'accord. lance un mouvement qui pourrait être hypothétiquement pipeau, ce n'est qu'une hypothèse, attention, je ne l'affirme pas, mais si tant est que ça soit cela, on voit bien en fait les dégâts que ça fera sur la psyché collective après coup. Voilà. Donc moi, voilà pourquoi je suis très mitigé sur ce mouvement, mais en même temps, je ne veux pas faire partie des rabat-joie, je veux plutôt faire partie de ceux qui vont dire soyons vigilants, organisons une possible riposte, et si tant est qu'on veuille nous domestiquer, eh bien, à nous de les surprendre. Alors, Voilà où je suis. Merci beaucoup pour cette introduction. Peut-être que pour commencer aussi, on va essayer de voir avec Christian Combal, de rappeler un petit peu, peut-être pour nos auditeurs qui potentiellement n'auraient pas entendu parler de ce 10 septembre, quel était le mouvement de base, si vous voulez.
Écoutez, moi, je suis pas du tout un spécialiste, je suis un touriste. J'ai les mêmes informations Oui, mais que depuis la plupart. Campagnol, vous avez peut-être des échos. Ah non, 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 Campagnol, on n'en parle pas de ces choses-là. Non, non, vraiment, ça reste quand même un phénomène très parisien. Les gens n'ont pas du tout parlé, en tout cas en ma présence, ni au café ni ailleurs, de s'y associer. Donc les provinciaux sont un peu loin du phénomène. Déjà, c'est à mon avis un sujet de méfiance. Si vraiment la France profonde n'est pas entièrement convaincue qu'il faut s'associer à tout ça, d'abord les contours sont très flous, hein. On nous dit pas, les rares intervenants dans les médias n'ont pas dit de quoi il s'agissait vraiment, lequel beaucoup de gens disent sur X, je vais retirer des sous, je vais faire en sorte de pas aller au bureau. Enfin bon, déjà il y a le fait de prendre sa journée, si j'ai bien compris. Il Ouais, n'est pas sûr qu'on vous l'accorde non plus. ouais. Donc il y a plein d'aspects techniques qui n'ont pas été discutés vraiment, donc on est un peu dans le flou. C'est pour ça que ça inspire au départ un peu de méfiance. La chose qui était amusante pour le psychologue que je suis, c'est que ce soit, si c'est un mouvement spontané, un mouvement non violent qui destiné à se soustraire à une éventuelle répression dans la rue, puisqu'il n'y a pas de descente dans la rue. Par conséquent, il n'y aura pas de répression avec des engins blindés et des canons à eau. La chose comme tout le monde, comme tous ceux qui ont assisté aux premières discussions à ce sujet, c'est que j'ai vu que les syndicats étaient assez prompts à monter dans ce bateau, ce qui n'est pas très bon signe. C'est un peu comme quand la FNSEA dit aux agriculteurs je m'en occupe. Mm. On sait bien désormais, on sait bien de quelle façon elle s'en occupe. Donc effectivement, le fait que les syndicats et ces gens-là en général n'aient pas réagi défavorablement est plutôt un sujet d'inquiétude, il n'y a aucun doute. Ouais, alors moi, ce qui m'intéresse là dans ce que vous venez de dire, c'est quand même le fait que on n'en parle pas au Café du Commerce, et pourtant, effectivement, on a pu voir que sur Internet, ça avait été très présent. C'était entre autres, il me semble, en top tweet, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça faisait partie des mots Oui. qui avaient été le plus employés sur Twitter, ou en tout cas qui étaient référencés comme tels. Ça a été très bien couvert, hein, dans la presse mainstream. On a eu plusieurs reportages là-dessus, Justement, notamment ça, d'émissions. à soi seul, déjà, c'est un peu inquiétant parce que la presse mainstream, je me permets de vous le rappeler, est très peu empressée, hein, à décrire et à prévoir ce genre de mouvement. Et Exactement. encore, et voilà, généralement, elle leur fait pas de pub. Alors là, bizarrement, elle a dit, ah tiens, il y a un truc qui se dessine, voilà. Et même sur les réseaux sociaux, vous, Frédéric, qui connaissez bien les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette popularité soudaine, cette visibilité, voilà, plutôt, on va dire, de ce mouvement, ou en tout cas de cette mention du 10 septembre sur les réseaux sociaux? Bah, ça fonctionne comme une sorte de processus narratif, hein, puisqu'il y a une intrigue. Le mouvement est complètement acéphale. Je veux dire, il n'a pas de tête, pas de chef. Bon, Euh, il y a une espèce de contamination de l'élan initial par une forme de conflit narratif, parce qu'il y a déjà plusieurs factions en quelque sorte qui veulent le récupérer. Donc ça crée une sorte de fragmentation de facto, hein, de l'audience qui est supposée être impliquée là-dedans. Parce que par exemple, vous avez déjà, moi je vois dans les cercles de droite, les gens qui disent ah, la gauche est déjà en train de le Oui. récupérer, qu'est-ce qu'ils foutent cela encore? Et puis inversement, on dit que ça va être de l'extrême droite Mm. pur jus. Bon, absence totale de colonne vertébrale, et pourtant, on a cette sensation, vous l'avez rappelé, et Christian a raison d'en parler, on a cette sensation que si les médias en parlent, bah, c'est que quelque part, ce mouvement est de nature à pouvoir faire trembler l'appareil d'État. Ouh là là, il va se passer des choses à la rentrée. Donc moi, j'ai l'impression d'assister à une bande-annonce, quoi, de quelque chose qui me dit tout ça est grassroots, pour reprendre le terme technique, qui est donc grassroots, hein, les racines de l'herbe, comme on dit dans l'écosystème des politologues qui s'intéressent à la fabrication de mouvements populaires. Donc on dit aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, et c'est repris dans le jargon français souvent, hein, pardon pour l'anglicisme, on dit grassroots qui part d'en bas, d'accord? Et Donc, grassroots, je fais une
toute petite aparté pour préciser pour nos auditeurs, c'est pour caractériser finalement l'authenticité d'un mouvement social Voilà. en insistant sur son origine, voilà, ses racines qui viennent du bas, quoi, Exactement. Ouais, l'authenticité. c'est comme ça que c'est consacré l'expression, on dit grassroots. Donc voilà, ça vient de la racine, ça vient d'en bas. Alors pourquoi j'en parle, c'est un peu volontaire, c'est pour dire que je m'intéresse moi beaucoup à l'astroturfing. Euh, Astroturfing vient d'une marque de gazon artificiel aux États-Unis qui s'appelle AstroTurf. Et donc un jour, un sénateur dans les années 80 a lancé l'anecdote. Il a dit je fais la différence entre un mouvement grassroots et un mouvement astroturfing. Il a forgé le mot à partir de la marque, parce que c'est un gazon artificiel, et on s'est aperçu évidemment qu'il y avait notamment ces dernières décennies de très nombreux exemples de mouvements artificiellement impulsés par le pouvoir. C'est-à-dire, en gros, parfois, ça part dans certains mouvements d'une forme de bonne foi, qui en fait, on a 10 copains qui sont motivés pour faire un mouvement, mais on dit, ah, on est déjà des milliers derrière nous. Mais le problème, c'est que souvent, dans l'espace numérique, c'est devenu une véritable technique d'ingénierie pour simuler des foules, par exemple des foules en colère, des foules mobilisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des robots. Et maintenant, avec les IA, c'est en train de se perfectionner. On y reviendra. Donc voilà. Là, moi, en observant l'espace numérique, je me dis, il y a quand même un vrai problème lié à cette je dirais, ce combat des nous, hein, c'est-à-dire qu'il y a un nous de combat, hein, d'accord, le nous de combat, c'est quel nous, c'est qui ce nous? Donc apparemment, on est dans le mythe de l'apolitisme, hein, il faut que ça reste vraiment apolitique. Donc tout le monde dit, il faut surtout pas récupérer, du coup tout le monde récupère. Ouais, Et bien donc sûr. ça me donne vraiment l'impression qu'on a orchestré la fragmentation. C'est-à-dire que vous voyez, si on le lance dans ces conditions-là, tout le monde va se disputer le bout de gras. Donc ça ressemble vraiment à, en tout cas, c'est une hypothèse que je propose aux gens de ne pas exclure, et ce qui ne signifie pas qu'il faille se résigner, vraiment, pour rien au monde, mais se préparer à ce que cela soit peut-être, d'une certaine manière, opéré par des spin doctors et des gens qui font de la psycho-cybernétique. Alors justement, on va revenir un petit peu plus tard sur ce qui cloche justement cette espèce d'absence de tête, cette volonté voilà, de non-représentation, on va dire, et puis voilà, d'autres choses étranges, hein, enfin, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Mais moi, puisque vous êtes en train de parler de ça, on va commencer là-dessus. Qu'est-ce qui peut vous laisser penser ça? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous laissent, enfin, voilà, qui vous encouragent à penser que justement, ce n'est pas, il y a pas, il y a une origine qui pourrait y avoir une origine qui n'est pas authentique. Christian veut répondre, peut-être? Oui, oui, Ouais, allez-y. écoutez, on a une expérience relativement récente. Moi, je fais partie de ceux qui doutent fortement de la sincérité d'Alexandre Jardin. Parce que j'en doute depuis longtemps en tant qu'écrivain. Il a d'ailleurs lui-même, enfin, intelligemment ou stupidement, en 2019, me semble-t-il, écrit un livre où il disait, vous savez, je suis un faussaire, il faut pas croire tout ce que je vous dis depuis le début, etc. Il est même allé sur tous les plateaux pour dire à quel point il n'était pas le personnage qu'il avait prétendu être dans ses livres. Donc il y a véritablement une sorte de perversion inhérente au personnage depuis le début. Il joue avec la vérité, il joue avec son personnage, il joue avec ses masques successifs. Et les différents masques qu'il a pris dans la lutte contre le pouvoir, plus exactement pas dans les remontrances adressées au pouvoir, nous renseignent beaucoup sur cette espèce d'ingénierie dont vous parlez. Moi, je suis loin d'être un spécialiste et un communicant, et j'ai pas le vocabulaire qui va avec, mais ce que je vois, c'est que Jardin, dès François Hollande, a créé une espèce de mouvement qui était censé euh, fixer un garde-fou au pouvoir sur plein de plans, sur l'éducation. Il voulait lancer une autre politique de l'éducation. Il s'est mêlé en fait de tout. Et il s'est mêlé de tout en essayant de fomenter une sorte de révolte constructive, comme il dit volontiers. Là encore récemment pour les ZFE, on nous dit oh mais il a gagné la partie. Non, il n'a pas entièrement gagné la partie. D'abord parce que l'Europe va le recoiffer, mais ensuite il était probable que dans un premier temps cette partie serait gagnée. Donc il jouait sur du velours. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il était exactement dans la logique que vous venez de décrire. Dès que cette lutte contre les ZFE a pris un peu
un peu de moment, de momentum, comme disent les Anglais, il a commencé à essayer de revenir légèrement en arrière en disant attention, attention, nous ne sommes pas là pour foutre le bordel. Bon, déjà, il y avait cette espèce de précaution un peu trop précoce, à mon avis, pour être vraiment honnête. Ensuite, maintenant que le mouvement semble avoir obtenu un résultat, je vous fais observer une chose, c'est qu'il a essayé de transformer, il est en train de transformer l'essai en fondant une association avec une adhésion à l'association où on paye 3 sous, etc. Donc en gros, ils fondent une sorte de parti politique pour canaliser, pour parquer littéralement l'opinion, et c'est exactement le phénomène que vous décrivez et qui probablement peut affecter là le mouvement du 10 septembre. Il y a effectivement, me semble-t-il, quelque chose d'anormal. Et moi, après, on en parlera. J'ai des idées assez précises sur la façon dont les gens peuvent contourner ce jardin, cet enclos qu'on leur dessine en permanence. Il n'est pas très difficile de ne pas y entrer. Parce qu'on peut s'ébattre en dehors de l'enclos. Alors, je vous laisse responsable, en tout cas, de vos propos sur Alexandre Jardin, mais c'est vrai. D'ailleurs, on pourrait aussi considérer que voilà, c'est peut-être une stratégie différente aussi, qui est plus dans la respectabilité et qui d'ailleurs a permis, en tout cas là dans les faits, est-ce que ça n'aurait pas eu lieu sans lui? Ça, c'est encore une autre question, Attendez, mais il y a quand de même, gagner il y a quand même des choses un combat, le il y a combat quand des même des choses ZFE. extrêmement suspectes. Le fait de s'être associé à l'Association des maires de France. Il y a toutes sortes de fraternités, euh, plus ou moins souterraines d'ailleurs. En tout cas, parallèles à la société, disons, qui a pignon sur rue. Toutes ces fraternités, des maires de France, les associations, les machins, tout ça était très très de son côté depuis de nombreuses années. Oui, mais c'est Euh, peut-être quand aussi il une a, quand il stratégie. a des copains, attendez, quand il a des copains avec lesquels il fait des chroniques, des rubriques dans le JDD, par exemple, c'est Philippe Juvin, Oui. ancien candidat à la présidence, médecin très covidiste. Il y a quand même un faisceau d'indices qui milite plutôt en faveur de la fraternité. Et le mot est là, exprès, avec le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais et effectivement, d'ailleurs, j'ai vu, on voit beaucoup de critiques qui apparaissent et cette sincérité d'Alexandre Jardin qui est de plus en plus remise en cause avec justement ces doutes qui apparaissent enfin, dans le sillage en fait, de la remise en question du 10 septembre. Euh, Attendez, des- vous ajoutez à ça, avant d'oublier quand même, je vous Oui, signale qu'au mois de janvier dernier, ce monsieur fait un tweet assez triomphal disant, il y a des moments dans la vie d'un homme où il faut savoir réfléchir, le livre que je médite pour l'automne prochain, j'ai longtemps pensé qu'il ne fallait le publier qu'à ma mort, mais là, je me dois de publier ça de mon vivant, donc il fait allusion à je ne sais quel manuscrit qui est en route, ouais. qu'on ne connaît pas, et qui est pour l'automne. Et ça, c'était au mois de janvier. Et on le voit arriver au printemps, à la fin du printemps, avec cette histoire de ZFE, où là, il dit mon pays, mon pays. Attendez, attendez, mais c'est le nôtre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Wow, ça, Il nous parle sans arrêt de lui-même et de son pays. Je veux dire, il y a très peu de gens qui font ça aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, non, non, mais et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement vos doutes ne sont pas Ouais, isolés, on va dire. ce sont des doutes psychologiques. Je suis un romancier, j'ai écrit une quarantaine de livres, j'ai créé des personnages de romans dont certains lui ressemblent. Et ben Donc oui, je connais ce genre de personnage. ça vous fait un Voilà. point commun avec lui en tout cas. Oui, sauf que ces livres, je me permets de vous le rappeler, en tout cas les premiers, décrivent principalement l'histoire d'un type qui rend des maris cocus. Ah, C'est ce qu'il est en train de faire à la France. d'accord. Bon, mais en tout cas, bon, certaines personnes ont des doutes, j'entends. On peut considérer que c'est une stratégie, on peut considérer qu'effectivement il y a quelque chose de suspect, ça c'est à chacun de se faire son avis. En attendant, je ne suis même pas certaine, on en parlait tout à l'heure, hein, qu'Alexandre Jardin lui-même et que les gueux avec lui aient revendiqué ce 10 septembre. Si, si, si. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. En revanche, la victoire pour les ZFE, il l'a revendiquée haut et fort et à titre personnel, et c'est un peu gênant.
Alors il a bien rajouté de temps en temps, c'est une victoire collective, mais on voyait bien d'après son ton, d'après le moi-je de tous ses tweets, que malheureusement il est quand même tout à fait devant cette victoire à titre personnel, et c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ouais. Alors effectivement, pour répondre à votre question, je ne l'ai pas entendu beaucoup à propos du 10 septembre. Peut-être parce qu'il juge que c'est pas sérieux, peut-être parce qu'il n'a pas été consulté, ce qui est possible. Mais est-ce qu'il ne serait pas sur d'autres projets, Frédéric? Il me semble que vous avez travaillé, enfin, que vous travaillez un petit peu avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets sur lesquels travaille Alexandre Jardin? Et disons que moi, j'ai remarqué en janvier son discours, je l'ai appelé, il m'a parlé du discrédit absolu qui est jeté sur la caste, etc. Et donc j'ai eu la sensation voilà, de quelqu'un qui se désolidarisait, hein, d'une forme Mm. de pathologie mentale qui est cette tendance, et puis aussi du système qui a tendance à invisibiliser les petits citoyens, à leur donner l'impression qu'ils ne sont C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. En 2012, il a commencé. En 2012. Oui, non, mais justement, j'y viens. Vous allez comprendre mon raisonnement. En tout cas, je ne pouvais qu'être à l'écoute d'une personne qui pense comme moi, sans me demander forcément si c'est du vernis mondain pour faire bien, qui me dit le citoyen ne se sent plus maintenant comme tel. Il a l'impression d'être une espèce de variable d'ajustement budgétaire, une espèce de vache à lait bonne à traire jusqu'à l'épuisement, d'accord. On a vraiment l'impression que le système en place nous gère comme une espèce de biomasse humaine. Bon, et là, à ce moment-là, je dis, bah écoutez, venez sur aussi nos espaces, on va discuter. Nous, on est dans les agoras, on est en ligne comme ça, les salons vocaux, tout ça. Bon. Et puis pendant l'interview, je lui dis, bon, vous êtes un démocrate, oui, oui. Vous devez connaître des gens comme Étienne Chouard, le RIC, tout ça. Puis Étienne Chouard, non, jamais entendu parler. Donc, je passe aux aveux, je lui ai présenté Étienne Chouard. Nous avons eu une demi-douzaine de réunions en ligne, donc c'est pas le petit truc à la sauvette qu'on fait entre deux portes comme ça 10 minutes ou un petit call rapide. On a chaque fois passé des heures. Et donc moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis comme vous, je suis extrêmement vigilant. C'est pas que je travaille avec lui, c'est que je vois des points de convergence là où, si ça doit devenir à la fin une prise de judoka, je la ferai. Peut-être qu'on cherche à me manipuler. Je suis comme tout le monde. Maintenant, j'accorde très peu de crédit à la parole publique. Hein, je vais être très honnête là-dessus. Ouais. Donc, je reste très méfiant. Mais je me dis, voilà, il y a un mot qu'il a prononcé. Il a prononcé le RIC. Ah, bon, alors je me dis, c'est un progrès. Alors, bien sûr, là aussi, on pourrait faire une interview à part entière là-dessus. On va pas faire du hors-sujet, Roxane, je rassure tout de suite, mais quand même, le RIC est au cœur hein, des revendications du 10 septembre. On sent planer, d'ailleurs, le spectre, la mémoire hein, des Gilets jaunes à cet Bien égard. sûr. C'est pour ça que voilà, Étienne Chouard revient un petit peu sur le devant de la scène et d'autres avec lui, les Jérôme Rodriguez, pas mal de monde quoi, qui reviennent comme ça et qui se disent et si on avait peut-être une chance de l'imposer. Voilà. Alors moi, je voudrais juste dire, je reste quand même sur le qui-vive parce que le RIC est en train de se galvauder comme une espèce de concept démago sympa qu'on peut comme ça balancer dans les médias sans en préciser les modalités. Parce que moi, je peux vous donner du RIC pas constituant, tellement inaccessible. Oui, Vous voyez ce que je veux dire le RIC, Oui. oui, c'est un mot comme on ça, voit c'est très très bien ce bien, que, mais il faut bien le spécifier. Hein. on voit très bien ce que vous voulez dire. Ça s'appelle le grand débat dans l'esprit de Macron. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la joue consultation citoyenne, mais ce que vous nous avez Ah dit, oui. cahier de doléances et autres, on n'apporte aucune garantie que ça sera transformé. Donc, si on parle du RIC, à ce moment-là, il faut aller justement sur ce que Étienne Chouard appelle d'ailleurs la cause des causes. Hein. C'est-à-dire que c'est bien de travailler cause après cause, les petites causes les unes après les autres. Enfin, elles sont grosses d'ailleurs maintenant parce que les lois sont véritablement scélérates, hein, qui nous pendonnées. C'est bien de faire ça, mais la cause des causes, comme dirait Hippocrate, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui dans le système ne fonctionne pas. Ce qui manque, évidemment, c'est la dimension citoyen législateur, hein, celui qui véritablement peut retrouver sa souveraineté. Et là, on a un écueil. C'est que dans le gauchisme que moi j'estime pathologique, hein, désolé pour nos amis de gauche, mais que je crois, je veux dire, le gauchisme pour moi est d'ailleurs la pathologie de la gauche. Hein, je suis comme De Gaulle, hein, je dis qu'il faut, quand on aime la France, faut être à la fois de gauche et de droite, quoi. C'est pas le sujet. Mais il y a une pathologie que j'ai vue à l'œuvre pendant les Gilets jaunes et qui est en train, et là on revient au 10 septembre, de se produire là, c'est la pathologie à deux niveaux. Apolitisme, ah on est complètement apolitique, alors du coup, bon ok les gars, on avait quand même cru avoir lu Aristote à une époque, non nous sommes des animaux politiques, non bon, on est apolitique, faut surtout pas parler, d'accord très bien, mais enfin on est engagé ou pas? Oui mais sans récupération, d'accord. Et puis deuxième maladie, pas de chef, ah pas de chef,
qu'aucune tête ne dépasse. Mais quand vous dites pas de chef, bah vous vous retrouvez avec des chefs par défaut. Parce que c'est comme vous qui êtes romancier, c'est comme d'écrire un scénario, une histoire. Comment dire, quand vous la maîtrisez, c'est bien, vous avez une chance d'être le moteur. Mais c'est quand vous refusez d'avoir le moindre leadership, c'est comme subir une histoire qui est écrite sur vous et dans laquelle vous risquez de devenir un vague adjuvant, voire le méchant quand ça vous échappe. Et Ouais, on l'a bien vu d'ailleurs pendant les Gilets jaunes, Étienne Chouard s'est fait bien sûr. traiter de confusionniste, etc., piégé dans des interviews. Il était question de détruire ces gens symboliquement. Donc moi, pour le moment, je prends les Alexandre Jardin et tous ceux qui parlent du RIC, mais en effet, à l'arrivée, quand il s'agit de jouer collectif, c'est là qu'on voit en fait les masques tomber. Et je vais pas vous mentir, je commence déjà à voir beaucoup de masques tomber. Et si Roxane va en parler, on verra plus tard. Mais là, il y a une vraie question, c'est que ces mouvements peuvent être éventuellement manipulés, mais à nous de riposter avec finesse pour essayer de déterminer où est le véritable échiquier politique. Et on voit qui, en fait, fait de l'ingénierie, de la manipulation, de la démagogie, appelez ça comme vous voulez. Donc moi, je dis, utilisons ça comme une opportunité pour faire tomber les masques. Ouais. Alors ça me fait rire, petite parenthèse, hein, quand vous dites que le gauchisme, c'est une maladie, ça me fait un peu penser à Théodore Kaczynski. Bon, ce que vous disiez là sur la question de l'absence de leader, justement, ça fait un petit peu partie des bizarreries, on va dire, qui mettent la puce à l'oreille à toute cette nouvelle vague de doute, disons, autour de ce 10 septembre. Effectivement, un mouvement sans leader, est-ce que ça ne pose pas problème? On va poser la question à Christian Combaz. Écoutez, moi, là encore, je parle comment dire, en lecteur, en amateur d'histoire, comment dire, en conscience qui réfléchit sur les événements de l'histoire de France en général, et je vois que le chef, souvent, il naît de la foule. Le chef n'est pas quelqu'un qui monte sur un bidon en disant suivez-moi. C'est la foule qui le porte au pouvoir. J'ai coutume de dire que Philippe de Villiers finira par prendre les rênes un jour. Il en a aucune envie. Il n'a aucune envie de monter sur un bidon. Mais comme il y a une espèce de mouvement de faveur à son sujet qu'on voit apparaître de plus en plus, et comme un jour ou l'autre la foule des gens de droite un peu excédés partout finira par hurler sous son balcon, peut-être qu'il va sortir sur le balcon pour dire écoutez, je veux bien essayer. C'est comme ça que l'histoire en général se produit. Là, Oui. on a un peu l'inverse. Dans le cadre d'Alexandre Jardin, on a un type qui monte sur un bidon. Il n'y a aucun doute. Mais Euh, sans parler d'Alexandre Jardin en particulier, hein, il y a aussi tout ce mouvement du 10 septembre qui n'est pas directement corrélé à Alexandre Jardin, même si effectivement mais il y a ça va des... venir. Il y aura forcément dans les prochains jours des candidats pour monter sur Voilà. un bidon avant même que le mouvement existe. Parce Juste- qu'en gros, si je me permets de prendre la foule qui nous écoute à témoin, la foule elle-même devrait avoir la parole la première. Elle devrait prendre une initiative ce jour-là qui étonne tout le monde. Et les gens, le 12 ou le 13 septembre, devraient dire, ouh là là, vu ce qui s'est passé, j'aimerais bien prendre les rênes de cet attelage qui vient d'être lancé. Or, on ne laisse aucune chance à l'attelage de se lancer tout seul. On dit aux gens ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'on va faire, sans qu'il y ait le moindre leader. Mais en fait, quand on leur dit ce qu'ils vont faire, Hmm, on est un leader par nature. ouais. En Mais l'occurrence, si Europe 1 et RTL décident de décrire le mouvement, c'est bien qu'il y a un leading, il y a bien une tentative de le diriger. et justement, la question, c'est s'il n'y a pas de leader, est-ce que ce ne sont pas les médias qui vont le choisir? Non, mais là, en Pour moi, l'occurrence, c'est vrai. il faut que les gens commencent à interroger leur propre conscience, leur âme et conscience. Vu ce que nous vivons, ils vont devoir réfléchir à ce que leur grand-père aurait fait. Et là, personne leur dira. Seul leur souvenir de ce que le grand-père aurait fait comptera à leurs yeux. Et c'est le principe du vieux fusil, sans aller jusqu'aux extrémités de la résistance armée. Dans le vieux fusil, vous avez Philippe Noiret qui prend les armes au dernier moment parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. Il défend sa famille, etc. Et donc ce fort intérieur, c'est ça qu'il faut réveiller chez les gens.
le fort intérieur vis-à-vis de la situation que nous vivons en Europe et même dans le pays. C'est ça qu'il faut réveiller, il faut appeler les gens à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur famille, sur le devenir, par exemple, de leur commune. En disant, est-ce qu'on s'organise pour essayer de sauver les meubles dans une commune qui n'a plus d'argent? Est-ce que si les retraites, comme en Grèce, ne sont pas versées pendant 4 mois, on sait s'organiser pour permettre aux uns et aux autres de se nourrir et de se déplacer? Que fait la mairie en notre faveur dans ces cas-là? Tout ça, ce sont des questions que les gens doivent se poser avant de téléphoner à qui que ce soit pour savoir quoi faire. Ils doivent le sentir eux-mêmes, dans leur fort intérieur, dans leur famille. Ils doivent interroger leurs proches, leurs fils, pour savoir comment on gère une situation d'urgence au niveau local. Le niveau local, c'est l'équivalent de la conscience personnelle. Donc c'est ça. C'est ça vraiment que un mouvement général doit appeler au premier chef. On ne peut pas, comme le font tous ces gens qui vont sur les radios-télé, on ne peut pas dire vous vous sentez dans tel état d'esprit, donc vous allez faire ça. C'est pas Donc possible. finalement, vous êtes Oui. assez proche des idées également de RIC et d'instauration de tout ça. Non, parce que le RIC est organisé par des gens qui n'ont pas forcément enfin l'utilité générale dans la tête. Le RIC est une espèce de masque de démocratie. En gros, tout le monde a en tête la démocratie suisse. Euh, pour arriver à la démocratie suisse, il faut un long processus social que nous n'avons même pas commencé. Oui. On est incapable même de s'entendre sur la nature de la question à poser. Vous voyez, et puis bon, l'autre chose que je me permets de vous dire, c'est que dans l'état actuel du processus électoral, quelle que soit l'élection, devant le peu de fiabilité du processus électoral, on ne peut pas juger si un référendum sera honnête ou non, puisqu'on ne sait pas, par exemple, ce qui se passe au ministère de l'Intérieur entre 20h30 et 21h30. On ne le sait pas. Personne n'a envoyé une commission d'informaticiens indépendants pour vérifier ce qui se passe au niveau du comptage de la consolidation, quels logiciels sont utilisés. Personne ne fait ça. Et puis de toute manière, même avec un comptage, la décision finale n'est pas toujours respectée. Alors, bon, il y a ça aussi, mais ce que je veux dire, s'il y avait 2005. au moins des informaticiens tirés au sort parmi des spécialistes pour vérifier que toutes les opérations sont légales entre 20h30 et 21h30, ce n'est pas le cas. On ne nous le propose pas. Les rares tentatives de contrôle qui ont eu lieu ont mené à des désastres. Je vous rappelle ce député de Vendée qui a montré que sur 63 procurations, 40 étaient fausses. 40 étaient fausses. Oui. Donc, en gros, ça fait basculer le vote d'une communauté de communes vers un autre candidat, celui du pouvoir en général. Donc, si sur une communauté de communes, on a trouvé les 3/4 de procurations fausses, je vous laisse imaginer ce que ça donne pour le territoire entier. Ouais. Bon, Donc ça, c'est le préalable à toute initiative de référendum populaire. Sans ça, on l'a bien vu avec le référendum du traité de Lisbonne. On nous promène. Oui. En gros, ils n'ont pas eu le temps de nous mentir, plus exactement de truquer l'élection, puisqu'elle leur a été défavorable. Mais de nos jours, ils le feraient. C'est-à-dire que les 53% qui étaient contre la Constitution européenne, parce qu'ils se sont laissés surprendre, aujourd'hui, ils ne se laisseraient plus surprendre. Ils truqueraient le résultat au moment où il arrive sur les ordinateurs. Ouais. Bon, là, on arrive déjà dans le domaine de l'hypothèse et on sort un petit peu du sujet du 10 septembre, mais c'est quand même effectivement intéressant de voir ce qui pourrait se passer après. Frédéric Bascugnana, je vois que vous vouliez réagir. Oui, plusieurs choses à dire. Bon, petite parenthèse sur le RIC, tout l'intérêt de créer des exercices alors ce qu'on appelle plus précisément, parce que le référendum serait interdit, des systèmes de consultation citoyenne localement pris en charge par les citoyens, c'est une opportunité au travers de cette petite gymnastique démocratique de s'approprier le processus et de vérifier comment ça marche. Bon, et je suis d'accord avec Christian Combas pour dire que au niveau national, on a une refonte institutionnelle tellement profonde à opérer pour arriver à ce stade qu'il y a du boulot. Mais ce qui m'amène justement au 10 septembre.
J'ai une autre hypothèse qui va peut-être vous surprendre quant à l'émergence de ce 10 septembre. Alors, restez avec moi, elle n'est pas forcément immédiatement enthousiasmante, mais des gens comme Alexandre Jardin, mais d'autres, encore plusieurs associations démocratiques qui font vraiment du militantisme pour des consultations citoyennes, spontanées, locales, etc., planifié depuis plus de 2 mois le fait de mener un combat contre la loi PPE3, hein, donc la Mm. loi de programmation énergétique, je ne me rappelle plus exactement là tout de suite l'acronyme. Donc cette loi qui risque de Celle- doubler la facture Voilà, des citoyens. avec les éoliennes et en mettant l'accent, il me semble, sur les Les énergies énergies renouvelables. décarbonées, oui, renouvelables. Voilà, les énergies décarbonées, etc., avec un plan complètement délirant. Enfin, Renouvelables même, parce qu'en fait, quand on creuse vraiment le sujet, le en nucléaire plus, est moi, je me décarboné suis amusé aussi, à mais remonter en plus, ils sont mauvais, les manipulateurs, parce que sur les sites web des associations pro-énergie renouvelable, on voit des gens au conseil d'administration qui, lorsqu'on cherche leur nom, sont aussi dans le conseil d'administration des entreprises qui fabriquent les éoliennes. C'est vraiment mauvais, ils n'arrivent même pas à se cacher. ah bah, Donc ça, c'était très drôle. Bon, mais enfin, coïncidence. on aurait du travail de communication à faire et on pourrait mobiliser les gens en disant commencer par faire des consultations citoyennes. Et nous, je dis nous parce que là c'est un nous un peu assez vaste quoi, avec plusieurs opérateurs, plusieurs militants. Nous ciblions le 28 septembre. Alors on sait très bien que là-dedans il y a probablement des tartuffes. Hein. J'ai coutume de dire que la démocratie, l'esprit de dissidence, la branchitude qui va avec, ça attire aussi sûrement les tartuffes que les pédophiles Mm. sont attirés par les colonies de vacances, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Oui. on ne se fait pas d'illusions, hein, on fait gaffe quand même. Mais vous avez des gens justement à la base qui sont des vrais combattants de cette logique-là et qui veulent vraiment le faire. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à la phrase de Macron qui disait: je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Mm. Vous voyez, en fait, qu'est-ce que les gens qui, comme moi, travaillent dans la data et l'ingénierie sociale peuvent vous dire à ce stade? C'est qu'il n'y a rien de plus puissant pour faire de la prospective que d'utiliser le passé. En gros, la crise des Gilets jaunes, croyez-moi, elle a déjà été algorithmée. On est capable, en fait, si vous voulez, de fabriquer une espèce de péréquation prospective, quoi, hein, en disant, bon, si je simulais un autre mouvement acéphale, sans colonne vertébrale, apolitique, c'est exactement ce que fait Macron au moment où il dissout l'Assemblée et que ça l'amuse avec son espèce de petit ricanement sadique de dire j'ai dégoupillé une grenade. Mais alors, En quel ce moment, rapport, c'est la même excusez-moi, chose. C'est excusez-moi. exactement ce qui est en train de se passer. Comme il n'y a pas le colonne vertébrale et que le leadership fait l'objet d'une suspicion systématique et un peu folle, on a en effet, comme le dit Christian Combas, et on va avoir évidemment, comme au moment des Gilets jaunes où il fallait qu'aucune tête ne dépasse, ben finalement, comme ça a été très bien dit par Roxane, en effet, les médias à un moment donné vous propulsent, excusez-moi, mais parfois des guignols, ou alors même l'Élysée se choisit une interlocutrice qui se prend pour une porte-parole, hein, évidemment, tout le monde est en complet désaccord avec sa désignation, et elle sort du rendez-vous avec l'Élysée et dit rentrez chez vous, on a obtenu une prime de 100 euros. Vous voyez, si j'étais, c'est horrible ce que je vais dire, mais si j'étais à leur place, c'est ce que je ferais. Vous voyez, je simulerais le mouvement parce que comme ça, je leur coupe l'herbe sous le pied. C'est le cas de le dire, on parlait de grassroots. Et je m'assure de diffuser cette espèce de d'inquiétante étrangeté justement de mais d'où ça vient, etc. Et de gens qui sont obligés de se disputer basiquement, ne serait-ce que pour savoir comment ils le politisent. Mais alors, dans quel but? Dans quel but est-ce que le gouvernement, par exemple, pourrait avoir... Enfin, quel est l'intérêt qu'on pourrait Ben, non avoir mais à c'est faire très ça? simple. Tout ça rend impossible la verticalisation du combat, la coalition des gens sous une forme de transcendance collective est dans l'état actuel de la société rendu impossible par le fait que les combats sont mesquins, caractérisés par leur horizontalisation, quoi, hein, toutes les minorités s'affrontent, etc. Donc il suffit de lancer un mouvement très flou pour que tout le monde se demande comment se le réapproprier ou comment coaliser, mais on n'arrive même pas à être d'accord sur la manière de coaliser. Donc vous voyez, il faudrait en effet que nous aussi, on ait notre empereur Quintilius qu'on va chercher dans son champ en lui disant tel ce qu'évoquait Christian Combas concernant Philippe de Villiers, peut-être qu'il faudra qu'on aille chercher celui qui ne veut pas du pouvoir et qui est néanmoins euh, rassemble un certain consensus autour de lui. Je ne sais pas, mais pour le moment, cette figure-là, non seulement elle n'existe pas, mais
beaucoup d'autres tentent de s'imposer plus ou moins subrepticement en passant en loose day dans les médias, en s'appropriant des victoires qui sont pas forcément les leurs, en essayant de mettre tout le monde d'accord. Et en effet, moi, tout ce que je vois, c'est des espèces de petites Che Guevara ou Napoléon d'opérette qui, sur leur fier destrier, foncent vers le combat en nous faisant subir le récit narcissique de leur accomplissement vertueux, quoi. Hein, d'accord? Parce qu'ils sont tous plus ou moins romanciers, même quand ils écrivent pas des romans. Hein. Ils se voient au cœur du grand roman national. Ça me fait penser à Gabriel Attal, qui a quand même le culot de dire j'ai une histoire à vivre avec les Français. Mais le problème en fait de ce système et de cette République, et je pense que c'est le mal et le cancer qui la ronge, c'est que on a réussi à morceler à fragmenter ce pays, ce système et notamment cet écosystème politique en une pléthore d'aspirants au trône qui sont tous plus vertueux les uns que les autres, mais qui ne savent pas coaliser. Et je dirais que c'est ça qui arrange le système. Donc là, en fait, ce qui se passe au niveau de l'écosystème politique, eh bien, on est en train de le créer au niveau basique, en disant, regardez, il y a un mouvement, à vous de vous en emparer. Et en fait, sans préparation, sans discussion, sans retrouver même le sens de la dialectique citoyenne, et les gens ont du mal à s'entendre, à s'écouter parler sur les agoras, eh bien, ils ne font en fait que se hurler les uns sur les autres. On le voit déjà dans les réseaux sociaux. Et je terminerai en vous disant, dans les réseaux sociaux, attendez-vous, et je le dis pour Christian Combaz qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, je l'ai entendu sur d'autres interviews, attendez-vous à une véritable apocalypse cognitive dans les 2 ans. Moi, j'ai été consulté pour participer à la rédaction d'un cahier des charges d'un outil qui s'appelle un Persona Management Software. Donc, c'est un outil qui permet de gérer, de créer et de gérer des personnages imaginaires qui sont en fait totalement autonomes. Hein, qui ont chacun une carte SIM, un 06 pour simuler évidemment qu'ils ont un portable et qui s'inscrivent proprement dans les réseaux sociaux. Tout ça est fait industriellement et qui seraient motorisés par des intelligences artificielles qui les rendraient beaucoup plus indétectables que ceux d'aujourd'hui. Et je vous préviens qu'à l'approche de 2027, ça va exploser. Ça va exploser en 2027. C'est une évidence. Le gouvernement, donc si on comprend bien, vous avez été approché par des membres d'un cabinet du gouvernement dans l'optique par des consultants qui travaillent pour un cabinet du gouvernement. Oui, dans l'optique de réaliser. Vous pouvez dire leur nom d'ailleurs ou c'est Non, je peux pas parce que non, là, c'est clairement j'ai une cible dans le dos. D'accord. Bon. Par contre, j'ai une expertise qui fait que en 2015, j'ai créé un logiciel qui notamment a été utilisé au Media Lab de Sciences Po avec des élèves qui simulait déjà des foules en colère et des scénarios à tiroir de gestion de crise dans les réseaux sociaux, etc. Moi-même, en arrivant dans les IA, j'ai continué à m'intéresser à ça, mais pour des raisons déontologiques, je refuse de participer. Mais j'ai été consulté, ce qui est quand même extrêmement effrayant il y a 8-9 mois. Et donc, je sais qu'ils sont au moins à minima en train de terminer la rédaction de ce cahier des charges, de décider les moyens qu'ils vont y mettre. Et tel qu'ils me l'ont présenté, c'est pour dire nous devons organiser la riposte en cas d'ingérence étrangère, hein, puisque c'est quelque chose qui se produit beaucoup. Il est évident que ce type d'outil, on ne peut pas résister au sommet du pouvoir à la tentation de l'utiliser de manière offensive. À mon avis, ce qui se passe en ce moment n'est peut-être pas un mouvement insincère, c'est-à-dire qu'il y a peut-être vraiment des gens qui ont balancé quelque chose, mais les spin doctors, les ingénieurs sociaux, les ingénieurs du chaos aussi, comme on les appelle, peuvent tout à fait accompagner ça de manière à le corrompre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à en faire justement une expérience qui vient nourrir en fait leurs propres algorithmes et leurs propres scénarios à tiroir, ceux qu'ils vont après peut-être créer artificiellement. Je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais il faudra peut-être y revenir plus tard. Non, mais justement, pour essayer de vulgariser un peu ça, ça voudrait dire donc que le gouvernement travaille ou en tout cas envisage de produire des programmes algorithmiques en tout cas certains camps de manipulation. Certains camps oui, ou enfin en tout cas des voilà. Des personnes au pouvoir, de techniques de manipulation via les réseaux sociaux, c'est bien ça? Oui. En 2012, en Corée du Sud, on a le premier cas d'astroturfing, justement ce dont je parle, hein, c'est-à-dire de faux mouvements opérés via les réseaux sociaux, qui a notamment généré plus de 25 millions de messages totalement faux qu'on a ensuite décryptés. Et tenez-vous bien, qui opérait cette campagne de communication? C'était l'équivalent de notre DGSI. L'équivalent de notre DGSI. Et donc les personnes qui ont opéré ça se sont retrouvées en prison. Nous ne sommes pas la Corée du Sud. Je suis là pour en témoigner avec mon compagnol. Moi, je vis depuis 44 ans dans la France réelle. Et la France réelle, c'est par exemple mon voisin au village qui, il y a à peine un an, alors qu'il n'a que moins de 50 ans, m'a dit, tu sais, moi, Internet, je sais pas trop mon truc, hein. Je laisse ça à ma fille. Donc, le problème, c'est qu'il y a en France 30% au moins des gens
qui ne sont pas des Coréens du Sud et qui sont réticents à tous les mots d'ordre, à toute l'ingénierie sociale, qui sont incapables de réagir en masse à ce que vous dites. Nous ne sommes pas un pays urbain, nous sommes un pays majoritairement rural, au moins pour la géographie. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de gens dans les villes, ils sont même les trois quarts à habiter dans les villes, mais les trois quarts du territoire sont habités par des ruraux. Nous Mais tenons le territoire, nous tenons le pays au sens physique du terme. alors Par contre, justement, excusez-moi, je vous interromps une seconde, mais je vous redonne la parole tout de suite après parce que ce que vous dites me fait énormément penser à quelque chose enfin déjà ce que vous disiez au départ. Chez hmm, moi, à Campagnol, on n'en a pas parlé du 10 septembre. Et, tout à fait. et ça revient aussi. Bah, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire sur autre chose. Mais je vous laisse du coup revenir là-dessus et puis Oui, je reviendrai après. en fait, ce que je voulais dire à propos de ce qui vient d'être dit par notre ami, c'est que les problèmes qu'on désigne à la foule pour lui permettre de s'indigner sont des problèmes en effet extraordinairement mesquins. Je dis pas que le fait de payer trop cher son électricité soit à négliger. Je dis que c'est le seul sujet qu'on propose à la colère des foules. On leur dit, voilà, votre électricité est trop chère à cause des Allemands. Donc, en fait, les gens se fâchent contre les Allemands et contre l'électricité. Mais Ce sont des ils diversions. voilà, mais ils ne réfléchissent pas à l'incroyable dystopie que nous vivons. Depuis le Covid, rien n'est naturel. Ni nos gouvernants, ni ce qu'ils décident, ni l'argent qu'on a dépensé. L'argent qu'on a dépensé depuis 10 ans est profondément antinaturel, anormal. Il se passe quelque chose dans le pays qui est anormal. Et au fond, tout se passe comme si en agitant des hochets de mécontentement catégoriel, on cachait aux gens le fait que c'est la globalité qui est anormale. Ce que nous vivons est anormal dans la globalité. Et donc, Et Christian, vous voyez bien que ça marche. Vous voyez bien que ça marche. C'est-à-dire qu'on a beau oui, bah avoir une évidemment que part ça de la marche. France qui n'est pas connectée, on essaye. Et, Parce que il faut bien comprendre que c'est pas une globalisation, une imposition du champ sémantique par le pouvoir universellement à l'échelle de tous les territoires. C'est la ouais. création d'une amorce. Et l'amorce fait qu'on en Oui. parle dans les médias. D'où cette porosité qui fait que petit à petit, leur espoir, c'est que ça se généralise et Alors, que ça soit canalisé, évidemment, par leurs soins alors, et scénarisé par c'est eux-mêmes. Vous C'est Mm. voyez. vrai, et c'est là que le romancier que je suis intervient. J'ai dans ma chronique plusieurs fois montré à quel point la Providence a un rôle essentiel. La Providence, c'est par exemple la catastrophe d'ordre physique. Moi, ce qui peut arriver de plus probable et de meilleur à l'Occident européen, c'est que l'Amérique tombe à genoux pour raison de catastrophe naturelle. Et en fait, c'est tellement une nécessité, c'est tellement souhaitable que la Providence en général fabrique ce qui est souhaitable. Et je pense que les Américains vont connaître leur big one au meilleur ou au plus mauvais moment. Le moment où ils sont sur le point de réellement atteindre la domination de la planète, qui est déjà dépassée parce qu'à mon avis, avec les BRICS, ils ne l'ont pas atteinte. Ils vont en plus tomber à genoux et libérer l'Europe du joug qu'elle subit en ce moment. Depuis hier, on sait quel est le tarif du joug en question. C'est 25% de droits de douane. Non, 15%, pardon. Oui. Non, 25%, c'est ça? Non, Non, j'ai 15%. oublié. Ah, c'est 15%. C'est Mais 15%. On nous sauf que dit c'est dans mieux le, que 30. On nous dit c'est mieux que oui, 30%. mais sauf que dans le cas inverse, il n'y a pas de droit de douane du tout. Exactement. Donc nous sommes leurs vassaux. Nous sommes leurs Exactement. vassaux. Et tout était prévu en Europe pour qu'on reste leurs vassaux. Et donc il y a un moment où le suzerain doit tomber par terre pour que le vassal se relève. Et c'est là que la Providence intervient. Et c'est vraiment un truc de romancier, de mystique. Et je suis un peu les deux. Je pense que le bon Dieu va finir par s'occuper de l'Amérique. Alors, Ça me paraît. Christian, comme on se complète, si tu permets, Roxane, là, c'est Allez-y. important de dire quand même que les Gilets jaunes ont commencé dans les réseaux sociaux, hein, et que ça a été ça a offert énormément Oui, d'aspérité mais au pouvoir. non, non, Au les pouvoir, gilets au jaunes ont pouvoir. commencé, Oui. les gilets jaunes ont commencé sur le dos des participants. Le jaune sur les épaules des participants, c'est ça qui frappait. C'est pas tellement le fait Oui. que ce Non, soit mais je suis. Il y en a Non, mais énormément. juste Il y en dans a la énormément qui description de disaient, l'amorce. on voyait Juste dans la les description de petits l'amorce, cartons j'ai jaunes quelque sur chose de les particulier. non, voitures. mais ce qui a, pour être précis, ce qui a fait que le mouvement s'est amplifié, c'est que les gens étaient en jaune au carrefour. C'est ça qui a frappé les esprits et qui laissait passer les voitures et les mères de famille et qui
retenait les véhicules d'administration. Ça a imprimé une marque sur la foule et c'est pour ça que le mouvement est devenu populaire. N'allez pas me dire que c'est parce qu'il y a eu un mot d'ordre sur les réseaux sociaux. Non, La c'est pas ce que je dis justement. Je suis en ouais, train, vous parle bien de deux ouais, choses complémentaires. Moi, je ouais. suis sur l'amorce, l'étincelle, et vous êtes Oui, sur l'amplification. Et il est à la évident rigueur. que nous allons devoir, alors d'ailleurs, vous soulignez une excellente leçon des Gilets jaunes, c'est que nous allons devoir, nous, déployer, nous, le peuple, si nous avançons, des techniques dites de contre-propagande. En fait, le fait de Alors, rendre des messages simples et percutants, un gilet c'est jaune, là que etc., moi, peut-être que demain, ça sera une casquette blanche, un foulard blanc, etc. Je suis d'accord non, avec vous, ouais, il faut que c'est- on entre dans Alors le monde Frédéric, réel terminez ouais, et qu'on votre, amplifie le mouvement Frédéric, comme ça. terminez ça votre fait phrase et plusieurs, puis on écoutera pardon. ensuite la réponse. Ça fait 2 ans que je prône ce système avec la coccinelle, qui est un peu plus humoristique que la casquette blanche. La coccinelle est un des moyens de montrer qu'on n'est pas d'accord partout, tout le temps, et je crois même savoir que quelqu'un, un stagiaire quelconque, il y a 2 ans, lors de la fête du premier de l'an, a projeté une coccinelle sur l'Arc de Triomphe pendant les festivités aux Champs-Élysées, et c'était certainement pas innocent. Nous avions lancé avec Zoé Sagan ce mouvement mental de la coccinelle qui résistait au pouvoir parce qu'elle mangeait les nuisibles. Et bizarrement, sur l'Arc de Triomphe, pendant 20 secondes, 10 secondes, on a vu passer une coccinelle énorme sur le chapiteau de l'Arc de Triomphe. Eh bien, c'est ça que nous devons imiter. Il faut que le doute, il faut que la sédition dans les esprits se glisse par le regard, par le détail, par le fait, là récemment je disais qu'il fallait tracer une croix sur les arbres et sur les pneus des voitures, il faut manifester son mécontentement d'une manière ou d'une autre, et je vous rappelle la révolution des œillets qui a eu lieu au Portugal il y a 40 ans, et où ils ont eu raison du pouvoir en mettant un œillet à leur boutonnière. C'est tout simple, ça fait rire, mais ça a fait chuter un dictateur. Alors, Oui, c'est je peut-être vous le redonne moment de dire. je vous redonne la parole, Frédéric, mais juste pour recontextualiser, je crois, il me semble que vous n'êtes pas spécialement en désaccord et que vous parliez en fait, vous, enfin, de la on sait que les réseaux sociaux sont un enjeu majeur hein, des gouvernements et qu'ils les redoutent en quelque sorte. Alors à tort ou à raison, ça c'est une autre question, mais Les réseaux sociaux, qu'ils peuvent c'est que l'utiliser fait. également comme un outil. Et il me semble que c'est ce qu'allait dire Frédéric Bascolet. Oui, et puis surtout, moi, j'étais simplement dans le narratif, quoi, au sens de la chronologie des événements. Il est évident que Christian a raison d'insister sur la façon d'amplifier et développer. Non, non, je voulais vraiment insister sur le fait aussi que, à partir du moment où le mouvement s'est amplifié, j'étais vraiment aussi, moi, au cœur, j'étais vraiment passionné par ce qui se passait. J'ai bien vu en fait le moment où il s'est essoufflé. Il s'est essoufflé pour des raisons qu'on a évoquées avant, l'absence de leadership, une colonne vertébrale qui a mis du temps à s'affirmer au travers des cahiers de doléances. Vous aviez des mouvements intrinsèques aux Gilets jaunes, mais surtout, vraiment, ce que tu as dit, Roxane, c'était le choix des représentants, des porte-paroles par les médias. Et les médias, en fait, ont collecté en quelque sorte une espèce de dossier à charge, montrant au départ, rappelez-vous, il y a eu un véritable sabotage, montrant des casseurs, des gens, on essayait de faire croire aux gens que c'était l'extrême droite, etc. Bon, c'est un peu parti dans tous les sens à ce moment-là. Et on a eu beaucoup de mal à clarifier la raison pour laquelle on se battait. Vous voyez? Mm. Alors que pourtant, on avait des leviers et des moyens d'amplifier le message initial, et que la logique du gilet jaune était géniale en elle-même. Et il va falloir en effet trouver ce genre de technique, on va dire, de communication. Ça me fait penser à ce bouquin de Popovic, qui est un Serbe qui a fait tomber le pouvoir, qui a écrit un bouquin et qui dit voilà comment faire tomber un tyran quand on a seul, qu'on est sans moyens. Bon, c'est Mais exactement ça. ça, Il va falloir qu'on soit très Juan, astucieux. Juan Branco l'a déjà fait, le coup du manuel de subversion. D'ailleurs, c'est bizarre, on l'a pas collé en prison pour autant, si un peu quand même. Mais enfin, en tout cas, il y a visiblement des paroles qui échappent un peu au contrôle de la machine. Par exemple, prenons chez les Gilets jaunes la fameuse Jacqueline Moureau, qui nous Mm. a régalé de son petit discours un peu vitupérant avec son téléphone au début. Puis bizarrement, cette fille a réussi à conserver une chaîne YouTube pendant longtemps. Puis ensuite, on l'a vu carrément sur les marches des ministères où on lui a proposé pratiquement un poste. Vous voyez, et puis YouTube ne l'a pas Mm. verrouillé. Tandis que dans le même temps, Campagnol
était très actif à ce moment-là, et moi, un sujet sur deux de Campagnol était sucré par YouTube, Ouais. alors que je racontais les mêmes choses. Bon, Voilà, Vous voyez, donc il y avait... j'ai peur qu'on s'écarte un petit peu du sujet, et puis de toute manière, on va pas tarder à devoir clore cet entretien. Mais et j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure d'ailleurs. En fait, lorsque vous pointiez du doigt le fait que les réseaux sociaux ne suffisent pas à eux seuls à faire la révolte, la mobilisation, quoi que vous vouliez, bien que ça puisse être, disons, un relais. Ça me faisait penser justement à mon introduction, et puis ça pourrait peut-être être une manière aussi de boucler la boucle et de se faire une petite conclusion chacun sur ce 10 septembre. C'est qu'il y avait, au départ, on entendait justement l'union des Gueux et des Nicolas. Et le problème des Nicolas, justement, et c'était une des choses qui était, enfin, de ce soi-disant de mouvement de Nicolas, qui est en réalité pas vraiment un mouvement, plutôt une farce à la base sur Internet, qui effectivement après peut être utile pour caractériser voilà, une certaine catégorie sociale, mais c'est que ça n'existe en fait justement que sur les réseaux sociaux. Et c'est le problème. Et c'est là que vous disiez, Non, effectivement, on ne les voit pas au bar du mais- village. Et oui, mais attendez, en 1915 ou en 1930, tout ça, ça se passait au café du oui, coin ou dans bah, bien sûr, c'est ce que l'association locale. Il y a pas de différence de nature entre les réseaux sociaux et Facebook et le café du coin en 1910. C'est le même, c'est le bah, même. c'est quand même. Il manque Ben un non, lien c'est le même jeu social. où la sachant, parole. mon cher Christian, que les Ouais, bistrots et cafés du commerce, on en dénombrait plus de 500 000 en l'an 1900. ouais, bah oui, Que oui. dans les années Ben, 1970, on est tombé à 150 000. Et vous savez combien il ouais. y en reste maintenant à l'échelle de la France, 40 alors que 000. la population a augmenté? Il y en a. Mais 40 000, je crois. Pseudo Voltaire disait que euh, le bistrot est le parlement du peuple. Je suis totalement d'accord avec vous. Mm. Et le seul endroit maintenant où on peut parler sans interruption publicitaire et tranquillement installé chez soi, ce sont les agoras en ligne, les directs comme on fait là, les salons vocaux, etc. Et en non, fait, je crois qu'ils vont il y jouer un avait rôle aussi les ronds-points, fondamental hein. pour cartographier nos forces à l'avenir. Il y avait aussi les ronds-points, hein, du temps des Gilets jaunes. Les gens buvaient des bières toute la journée Oui, sur les ronds-points, ils parlaient entre eux. Oui, sauf que Euh, Christian, pour y avoir été moi-même, les gens, ça, il y a une sorte de mythe du rond-point spontané. Avant que les ronds-points spontanément, du moins continuent, il y avait des gens qui donnaient 200 coups de fil par jour pour essayer de se mm, coordonner et qui utilisaient des applications comme WhatsApp, qu'utilisaient aussi bien les grands-pères que les grands-mères, parce que les réseaux sociaux, c'est pas juste ces interfaces un petit peu pénibles, à Facebook et tout ça, où on se sent dans des environnements parfois très toxiques. C'est aussi tout simplement le SMS et WhatsApp mm. que des gens de tous âges utilisent aujourd'hui, hein. Moi, je voudrais j'en- juste vous donner un petit exemple. En Mauritanie, l'État a coupé tous les réseaux sociaux aux élections de 2019. Bon, je sais parce que je m'y suis intéressé de très près. J'ai vu un compte WhatsApp grandir de 10 personnes à, tenez-vous bien, 244 000 membres sur le groupe WhatsApp pour déjouer en fait le contrôle de l'État. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement mauritanien qui était corrompu jusqu'à l'os? Ils ont coupé tous les accès Internet à 2 semaines des élections, mais ça s'est évidemment retourné contre eux. Ça montrait bien en fait que l'organisation populaire avait spectaculairement bien marché. Ben, je m'attends à ce que là, ça soit un enjeu. Pourquoi, d'après vous, est-ce que le fondateur de Telegram est convoqué et entravé par l'Élysée, hein, ces derniers mois? Ils savent très bien que ces messageries alternatives sont celles, enfin, on va dire réseaux alternatifs, et qui échappent au contrôle de l'État, vont représenter un enjeu absolument majeur. Et c'est pour ça que j'espère qu'une forme de leadership structuré va nous permettre de faire le meilleur usage possible de ces actifs pour mieux nous coordonner et cartographier nos efforts. Bon. Un mot de conclusion peut-être sur justement sur ce 10 septembre, cette rentrée sociale qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on en pense alors, Christian Combes, pour commencer? Ouais, moi, j'ai rien d'autre à en penser que ce que pense un observateur neutre et presque un touriste. Et c'est pour ça Je que suis c'est pas du tout un intéressant. spécialiste. Moi, j'ai pas réfléchi à ces questions en tant que spécialiste. J'ai fait Sciences Po, mais je suis très peu Sciences Po tard. J'ai pas du tout le vocabulaire qui va avec. En plus, j'ai fait Sciences Po il y a 40 ans. Donc, évidemment, c'est plus du tout le même genre de perception de la réalité. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu avec notre interlocuteur, il y a tout un vocabulaire qui
signifie qu'il y a une technicité de l'apprentissage des foules, et ça, je suis très étranger à ce vocabulaire. Moi, la seule chose que je vois, c'est que l'être humain reste quand même éternel, et que si on parle à sa conscience, on peut déplacer des foules sans avoir recours à des panels et à des techniques qui sont au fond très récentes et qui peuvent, entre parenthèses, disparaître du jour au lendemain. Si le soleil éternue demain et si on n'a plus de réseaux sociaux, vous faites quoi? Le pays devra être gouverné quand même. Ben, il faudra qu'on trouve d'autres moyens. Et donc ça, ces moyens, on les trouvera en nous-mêmes, on les trouvera dans la parole. C'est par la parole aussi. Il n'y a pas qu'une persuasion de type robot et intelligence artificielle. Une chose que je voulais vous dire, c'est que l'intelligence artificielle ne travaille pas seulement dans la définition des moyens de réprimer la pensée d'autrui et la pensée des foules, elle travaille également, je viens d'en faire le test, elle travaille également pour suggérer des modes d'action non violente contre le pouvoir. J'ai plusieurs. Interrogez vous-même Grok ou ChatGPT ou Gemini et demandez à ces intelligences artificielles qu'est-ce qu'elles suggèrent comme action non violente dans un univers urbain. Vous serez surpris de la variété des résultats. Eh ben, c'est intéressant, oui, on s'y intéressera. Même si ça m'a pas vraiment répondu à ma question, là. Oui, pardon. En conclusion, À quoi sur le peut-on 10 s'attendre? septembre, non, mais Non, mais est-ce que c'est un est-ce que c'est un pare-feu, comme on appelle ça, un faux feu, ben, ou oui, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que, voilà, on peut je s'attendre à pense quelque chose? Sachant il que c'est s'agit pareil, c'est bizarre, pourquoi le 10 septembre, il s'agit d'un contre-feu. voilà, D'abord, c'est trop tôt. Parce qu'il y a une chose que je vois quand même en tant que vieux routier des rentrées depuis des bah, c'est années, ça, j'ai été journaliste, c'est que c'est très tôt, c'est bah beaucoup oui. trop tôt, évidemment. C'est forcément un mouvement qui est voué à l'échec, parce que le 10 septembre, on a à peine acheté les cahiers des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont même pas rentrés. Bah, et Donc le puis 10 même, si septembre, vraiment il faut faire la révolution, si c'est urgent, enfin, c'est bizarre quand non, même non, mais d'attendre le 10 comme ça. septembre est une date qui est trop proche de la rentrée des vacances. C'est déjà assez suspect. Si ça avait été le Ouais, 20 octobre, on aurait compris. Les ouais. gens auraient retrouvé leurs problèmes, etc. Là, effectivement, il s'agit de fomenter une soi-disant révolte qui n'aura pas lieu. À mon avis, elle n'aura pas lieu. Bon. Frédéric Bascugnana, vous Oui, partagez cet c'est très avis en intéressant en quelques... effet de voir que le gouvernement maintenant, enfin en tout cas ceux qui travaillent sur la gestion des foules et qui ont des outils pour ça. Je rappelle vraiment, pardon, hein, je suis obligé de le dire pour l'audience et lui donner envie peut-être d'aller faire des recherches justement sur ChatGPT, puisqu'en effet les IA peuvent nous rendre service. Ce n'est qu'un outil. Christian Combaz a vraiment raison de le rappeler. Renseignez-vous sur l'émergence de la cybernétique. Tapez l'expression conduite du changement, les instituts Tavistock, l'école de Palo Alto, les mêmes en fait qui voulaient qui étaient de gentils psychologues, qui voulaient nous déprogrammer de nos traumatismes au siècle dernier en créant des écoles en ce sens, des écoles de psychologie en ce sens. On s'est aperçu en déclassifiant leurs dossiers, je pense à Gregory Bateson ou Milton Erickson, ces gens qui ont inventé, Milton Erickson a inventé l'hypnose et on est capable d'utiliser ces techniques à l'échelle des foules. Et ben ces gens-là en fait étaient des employés de la CIA. On l'a su. C'était pas des freelances, ils n'ont pas pris un chèque, ils étaient employés, voilà, et on ne le savait pas. Bon, donc il faudrait être fou pour ne pas se dire qu'aujourd'hui, ils font usage de ces outils. Comme disait Richelieu, il faut être fou pour voir des complots partout, il faut l'être plus encore pour n'en voir nulle part. Bon, alors, maintenant sur le 17 septembre, je suis d'accord avec Christian Combaz, tout ça s'annonce un peu bizarrement. Moi, j'essaye de pas être comment dire, de garder une espèce de dynamique en disant c'est pas grave, on est comme des enfants à certains égards avant de reprendre notre souveraineté, qui titubons, qui faisons des erreurs. On ne pourra pas gagner toutes les batailles, on va en perdre beaucoup avant d'apprendre à s'organiser. Donc je fais en quelque sorte feu de tout flamme. Donc je me dis que notre rôle, c'est peut-être de donner des espèces de leviers d'esprit critique. Ce que l'on apprend justement grâce à nos manipulateurs professionnels de l'opinion, hein, les astroturfeurs, c'est que, et ce qu'on a appris justement grâce à des scientifiques qui ont apporté ces démonstrations il y a à peine plus de 20 ans, hein, je pense notamment à Daniel Kahneman, faites vos recherches, c'est passionnant, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les deux vitesses du cerveau, système 1, système 2. C'est à cause de lui que dans LinkedIn et dans tous les réseaux sociaux un peu bisounours, on parle hyper gentiment des biais cognitifs que les communicants doivent apprendre à gérer pour taper quelque part dans le reptilien de leurs audiences. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes manipulables que parce que on compte sur notre cerveau réflexe. Notre cerveau réflexe est celui qui réagit, pour le dire autrement, c'est comme réagir avec les tripes. Donc on vous dit Mm. 17 blocage total et les gens ont une réaction
émotive, d'accord? Bon. Par contre, nous avons un système 2 que nous déclenchons beaucoup plus rarement pour des raisons d'économie d'énergie, eu égard à notre, comment dire, au fonctionnement de notre corps. Ce système 2, c'est l'esprit critique. Si nous utilisons le prétexte de ces annonces pour nous remettre à discuter et parler stratégie, on va s'apercevoir que ceux qui n'étaient que considérés que comme des fantassins ou des gueux justement que l'on pouvait balancer dans la rue face aux tirs de LBD, ceux-là vont peut-être se mettre à réfléchir. Et moi, je constate que c'est ça qui se passe. Je pense, pour rester sur une pensée, donc pour essayer d'être beaucoup plus positif, que nous sommes globalement en mesure de tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Et là où quelqu'un va vous dire blocage total, boycott, moi je vais dire attendez, essayons de travailler sur des logiques de blocage filtrant, hein, c'est-à-dire on fait des espèces de péages gratuits organisés par les gens, on fait la grève du zèle. La grève du zèle, il faudrait, pareil, consacrer quelques minutes pour expliquer ce que c'est, mais c'est quand on travaille, mais on ne travaille que à la hauteur de notre contrat de travail, c'est-à-dire qu'on fait le strict Bon. minimum. On ne déploie plus la moindre bonne volonté. On peut saturer les administrations, on peut saboter certaines infrastructures non Bon. vitales sans que Alors ça après, porte nous, trop de tort aux je gens. vous Voilà. laisse, mettre aussi de vos propos. C'est pas notre rôle Bien d'appeler sûr, mais ce que je veux dire, c'est que à la je veux dire, révolte ici. il y a rien d'illégal dans ce que je dis. Hein. Certaines formes de manifestations Oui, douces oui, non, mais et bien sûr. pacifiques peuvent être une opportunité de faire de la pédagogie. Je suis convaincu, en fait, que les gens sont en attente d'éducation populaire. D'accord. Il suffit, par exemple, de regarder. Vous avez cette espèce de sacro-saint principe de la communication qui dit qu'il faut faire des slogans, des choses simples, etc. Moi, on me dit souvent, fais des tweets et des contenus plus simples. Et puis, encore récemment, pour décrypter ce type d'événement, je faisais une vidéo de 45 minutes et j'étais absolument sidéré de voir qu'en l'ayant posté un samedi après-midi en pleine canicule, eh ben en fait, je faisais en 48 heures un score digne des plus gros Mm, influenceurs. mm. Parce qu'en fait, les gens sont en demande d'information. Donc je pense qu'il faut les amener sur le terrain de la vigilance. Et donc peut-être que le 10 septembre, c'est cette opportunité. C'est de reprendre en quelque sorte une forme de dynamique d'esprit critique collective, que j'appelle l'intelligence collective, pour essayer de construire mieux. Ça peut n'être éventuellement que le point de départ de quelque chose de beaucoup plus efficient. Eh ben, très bien. Bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet entretien d'été, hein. On a essayé d'analyser un petit peu ce que pouvait être ou ne pas être voilà, cette rentrée sociale. Pour les auditeurs de Toxin, je vous invite, hein, bien sûr, on mettra tous les liens en ouvrage, hein, pardon, en description, à aller consulter les ouvrages de Christian Pombaz et puis sa chaîne YouTube. Et ça, c'est avec son esprit romancier, hein, de fiction qui pourrait vous donner peut-être quelques idées, hein. Et puis à aller voir également la chaîne YouTube. C'est votre chaîne Le Parisiaste. Voilà, il suffit Enfin, votre compte de Twitter, simplement d'aller sur c'est le ça? site politoscope.fr. Merci Voilà, beaucoup. et puis vous, Roxane. avec plusieurs vidéos en 10 étapes voilà, de formation un petit peu, Je viens notamment. d'en sortir une pas plus tard qu'aujourd'hui sur l'astroturfing. Voilà, comme ça, ça n'aura plus aucun secret pour vous Voilà. et puis vous pourrez vous former là-dessus. Et ben, écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis, Merci. à très bientôt. Merci beaucoup.